Ce que je retiens, c'est deux choses en fait. J'ai envie de partager deux choses qui m'ont semblé importantes. Avoir un objectif ambitieux mais atteignable, c'est pas très compliqué si on peut fragmenter le chemin pour y arriver. Finalement, faire 900 km pour arriver à Biarritz, c'est-à-dire traverser quand même une très grande partie de la France, c'est quelque chose qui paraissait peut-être un peu fou, comme on me l'a fait remarquer, mais finalement, tout le monde est capable de faire du vélo. Si tu as une condition physique normale, tu peux y arriver en prenant en compte tes capacités à toi. C'est, à mon avis, quelque chose qui doit être retenu, et c'est comme ça que moi, je vais le voir pour moi, dans le milieu professionnel, d'avoir ces objectifs un peu ambitieux mais atteignables et prendre les étapes pour y arriver. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque Cyril Arthur Duplessis n'est pas aux manettes. Je suis Flore Fauconnier, jusqu'à il y a 5 ans j'étais journaliste e-commerce et j'ai interviewé pas mal d'entre vous et évidemment je continue de suivre de près les Digital Doers et les One-to-One. Alors Cyril vient de boucler son défi vélo qu'il a amené de Paris jusqu'à One-to-One Expérience Client à Biarritz et on a pensé que c'était le moment parfait pour renverser la situation, donc permuter les micros et se pencher sur ce qu'il fait lui et puis tirer le bilan de ce qui tire lui de ce défi. Cyril, bonjour. Et confiance, tout va bien se passer. Et d'abord, première question que tu poses toujours à tes invités, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Merci Flore, merci de faire cet exercice avec sourire, ça s'entend dans ce que tu dis dans ton introduction. Effectivement, l'exercice pour moi est nouveau, parce que je passe de l'autre côté. Comment me présenter ? J'ai commencé dans le digital en 99, donc ça fait maintenant quelques années. J'ai eu un passage dans les startups internet avec Buy Central, un des premiers comparateurs de prix, pour pas dire le premier sur internet. J'ai continué dans le conseil, web agency, puis chez BNP Paribas, dans le métier du wealth management, pour faire du digital toujours, c'est-à-dire déployer l'offre de e-banking à l'international. Et puis j'ai dirigé la filiale française d'un groupe néerlandais qui s'appelle Sell Supply, dont la mission est d'accompagner les marques, les vendeurs, les DNVB, les e-commerçants, les retailers dans leurs activités cross-border. Et depuis 4 ans et demi, j'anime les Digital Doers où vous avez l'opportunité de m'entendre pour donner la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce en France. Voilà en quelques mots ce que je fais et je détaillerai peut-être tout à l'heure un peu plus. Oui, alors on est nombreux à avoir suivi ton défi vélo. Ça t'est venu comment cette idée ? Alors cette idée, elle est arrivée il y a un peu plus d'1 an. En fait, il y a un peu plus d'1 an, je l'ai formalisé auprès du One-to-One pour Monaco et Biarritz. Donc, on va citer les personnes. C'est Sonia Mamin et Louise Aubert avec qui je suis en contact chez Comexposium pour leur parler de cette idée. Cette idée, elle m'est venue parce que j'avais envie de mélanger un événement sportif, faire du sport et le milieu professionnel. Et c'est pas évident à faire a priori.
Les one-to-one sont partenaires du podcast, les Digital Doers. Donc, j'ai essayé de voir comment je pouvais mélanger les deux. Et il se trouve que m'est venue un matin l'idée de dire j'ai qu'à y aller à vélo. C'est un vrai engagement physique quand même que d'y aller à vélo. Ça fait des kilomètres, mais ça reste jouable. C'est comme ça qu'en fait est née cette idée. Je l'ai soumise au one-to-one et on a décidé que Biarritz serait une bonne destination par rapport à Monaco. Et effectivement, c'est comme ça que ça s'est lancé. Accessoirement, Monaco, c'est en mars, ça m'aurait fait partir en février, en plein mois d'hiver, avec un relief compliqué à franchir. Finalement, c'était très bien de partir pendant l'été indien. Ensuite, il y a... Bon, puis t'y as été à bicyclette, t'y as pas été par un moyen de locomotion polluant, c'est sans doute pas innocent non plus. Et ça, c'était la deuxième raison. C'était aussi de dire, on peut se déplacer autrement que par un moyen de locomotion, comme tu le dis, polluant. Le train est quand même une alternative. L'idée, c'était d'être cohérent aussi avec le thème de l'événement de Biarritz, qui est l'éthique, c'est chic. Donc, je trouvais que engager physiquement sa personne sur un vélo pour me rendre à Biarritz durant plus de 2 semaines, c'était cohérent par rapport à la mission de l'événement. C'est cohérent, et puis c'est quand même... physiquement, c'est pas complètement évident. Tu t'es préparé avant ? Alors, oui, je me suis préparé. En fait, pendant 1 an, j'ai fait du sport, 4 à 5 heures par semaine, mais pas de vélo. Le vélo, pour moi, c'est me déplacer à Paris. Donc, c'est-à-dire des distances relativement courtes, sur des temps courts aussi. Le maximum que j'avais fait, je crois que c'était 40 km une fois à vélo d'affilée. Donc, j'étais vraiment pas cycliste. Moi, ça me paraît déjà pas mal, mais c'est sûr que c'est pas Paris-Biarritz non plus. Non, Paris-Biarritz, en fait, pour remettre les choses dans leur contexte... Ça fait combien de kilomètres ? Théoriquement, c'était 832. À l'arrivée, j'étais à 914 km au compteur. Parce que je me perds un peu, mais c'est pas vraiment la vraie raison. C'est que paumé au milieu de la campagne, de temps en temps, pour trouver une boulangerie, pour s'acheter un sandwich, il faut faire 4 km de détour. Voilà. Bref, plus de 900 km et à raison de 70 à 80 km par jour. Pour me préparer, il y avait donc j'étais en bonne condition physique et puis je fais pas du sport que depuis 1 an, ça fait depuis toujours que je fais du sport. En revanche, j'avais jamais fait de vélo et j'avais jamais fait d'endurance aussi longue. Faire une course, un marathon ou un semi-marathon. À la fin de la journée, tu as fini ton histoire. Tu peux avoir mal, mais c'est fini. Là, il y a un effort physique qui se prolonge dans la durée. Pour info, je suis parti le 16 septembre pour arriver le 3 octobre. Et entre les deux, il y a eu 5 jours off qui ont été dispersés le long du trajet. Donc globalement, j'étais quand même sur un rythme assez soutenu. Oui, en effet. La préparation... j'ai aussi le gabarit que j'ai, c'est-à-dire que je suis plutôt en mode jockey qu'autre chose, c'est-à-dire que je suis pas bien épais, et ça aide aussi sur des sports d'endurance. Et j'ai pas eu de courbature en fait. J'ai pas eu mal aux jambes. Oui, j'ai eu mal aux fesses, tout le monde m'a posé la question. Effectivement, le corps humain est pas fait pour être assis sur un vélo trop longtemps. J'ai été équipé d'un cycliste. Malgré le super vélo mis à disposition par Alltrix. Exactement, malgré ce super vélo, j'avais quand même une selle relativement large et puis j'avais un short cycliste renforcé au niveau des fesses. Sinon, ça aurait été un petit peu délicat. En fait, ce que j'ai compris dans l'effort physique, j'ai pas eu de courbature, j'ai pas eu mal aux jambes, j'ai pas eu mal au dos, aux bras, de temps en temps des fourmis dans les bras quand on est trop longtemps agrippé sur son guidon, mais ça a été la gestion de l'énergie. C'est-à-dire que je me suis rendu compte sur les 5 premiers jours que je faisais pas suffisamment de pauses et que je me nourrissais pas suffisamment. Et là j'étais un bleu, j'étais complètement naïf, j'ai fait Paris-Poitiers avec le vent de face, sud-ouest avec des rafales à 40-50 km/h
Et comme un couillon, j'ai voulu maintenir un rythme de vitesse moyenne. Donc j'ai forcé la mécanique pour le maintenir au détriment en fait de l'énergie. Et le soir, j'arrivais fatigué, vidé, parce que j'avais pas fait suffisamment de pauses et je m'étais pas suffisamment nourri. Donc ce que j'ai corrigé par la suite en faisant davantage de pauses plus courtes et en mangeant beaucoup de barres de céréales, de fruits secs et beaucoup de bananes. Je sais pas combien de dizaines de bananes j'ai mangé sur le trajet, mais beaucoup. Voilà. Et complété d'un petit déj copieux qui à base de fruits, de yaourt, de pain, voilà. Et puis un bon dîner quand même le soir. Du carburant dans la machine. Du carburant dans la machine. Ouais. C'était quoi tes objectifs avec cette opération ? Il y avait différents types d'objectifs. Il y avait un objectif pro avant tout, c'est-à-dire que cette opération est une opération de communication. Ce défi vélo est une opération de communication conjointement menée avec le one-to-one expérience client de Biarritz. L'objectif a été de promouvoir cet événement en lien avec le thème de cette année. Ça, c'était le premier objectif. De dire, voilà, on va donner la parole à différents intervenants à Biarritz sur ce thème-là. Je pense par exemple à celle que j'ai entendue avec Romain Roy sur peut-on faire encore du marketing de Greenwiz. Voilà, de Greenwiz. Peut-on encore faire du marketing aujourd'hui, c'est-à-dire de la communication pour faire vendre des produits à l'heure des changements climatiques. Vous voyez, c'est un peu ce genre de réflexions qui ont été menées et partagées à Biarritz. Donc j'aimais bien l'idée de dire je vais prendre la parole pendant 15 jours, c'est quand même assez cohérent, je prends mon vélo, j'y vais et je raconte qu'on peut s'engager un peu autrement. Voilà. Ça, c'était l'objectif numéro 1 avec la chose qui m'amusait, c'est que c'était original. En fait, c'était jamais fait. Pour la petite anecdote, Sonia et Héloïse, elles me prenaient pour un fou en se disant avant de partir, mais il sait pas ce qu'il fait. Il va jamais y arriver. Héloïse qui me disait mais enregistre tous les moments où tu te demandes ce que tu fous là, mais pourquoi tu t'es lancé, ce sera drôle pour making of. C'est ce que je disais à l'arrivée, mais en fait il n'y en a pas eu. Et j'ai toujours été content de faire ce défi. Donc voilà, donc l'objectif c'était de faire quelque chose d'atypique pour un événement très formel, avec une communication qui réveillait un peu les consciences sur un sujet qui était qui se voulait aussi de réveiller les gens sur les questions d'éthique par rapport au marketing. Donc il y avait une vraie cohérence par rapport à tout ça. Ça, c'était vraiment le premier objectif. Le deuxième objectif, toujours professionnel, il était de raconter aussi ma proposition de valeur, ce que moi je fais, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, autour de mes activités médias avec le podcast, les activités producteurs de podcast pour compte de tiers et les activités de conseil. Donc ça, c'était le deuxième objectif professionnel. Et puis enfin, il y avait évidemment un objectif personnel. Partir pendant 2 semaines et demie, c'est pas neutre. J'ai 3 enfants. C'est se retrouver seul sur un vélo pendant 5 à 6 heures par jour à pédaler. Les journées étaient complètes, elles faisaient 8 bonnes heures, mais avec les pauses, voilà. Donc à peu près 5 à 6 heures selon le nombre de kilomètres que je faisais et la difficulté du parcours sur une selle. Quand on est seul sur une piste cyclable ou sur des petites routes de campagne, parce que je croisais quand même pas grand monde, il y a un travail d'introspection qui s'impose à soi. T'as pas passé tes journées à écouter des podcasts ou de la musique? Non, tu étais avec tes pensées. J'étais avec mes pensées, et alors pour 2 raisons. La première, d'un point de vue sécurité, avoir quelque chose dans les oreilles, quand on est sur les routes de campagne, même s'il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est quand même pas évident pour écouter les dangers arriver. La seconde raison, c'est que j'ai bien aimé être avec mes pensées. C'est assez structurant d'avoir du temps pour soi et finalement laisser libre cours à ses pensées et se retrouver avec soi dans l'effort, parce qu'il y a quand même un effort physique qui est produit. J'ai été seul pendant tous ces moments sur le vélo, mais vachement accompagné. Vachement accompagné parce qu'il y a eu cette communication qui a été faite sur tous les réseaux sociaux, dont WhatsApp,
Et puis t'as reçu plein de messages de tout le monde. Et le soir, ça devait être du boulot de répondre. Mais même à chaque pause, en fait, à chaque pause. À chaque fois que j'avais une pause, je consultais mon téléphone et je voyais les messages qui m'étaient envoyés. En fait, donc seul mais très soutenu. Seul physiquement, mais pas seul dans l'engagement de ce défi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été... c'est quelque chose de très cher. Enfin, c'est vraiment quelque chose de super que j'ai appris. Voilà. Parle-nous de cet événement, donc le one-to-one expérience client, qui était ton objectif géographique. Beaucoup le connaissent déjà. Cet événement se tient à Biarritz pendant 3 jours et réunit à huis clos les professionnels du monde digital en général et plus particulièrement les professionnels du marketing, de la data, de l'expérience client pour des rendez-vous one-to-one, c'est-à-dire des rendez-vous entre les prestataires de services et les acheteurs potentiels sur des besoins. C'est aussi beaucoup de contenu, des conférences, des keynotes, des tables rondes pour animer des conversations comme celle que je citais tout à l'heure avec l'intervention de Romain Roy de Greenwiz. Et puis c'est une organisation millimétrée avec des soirées exceptionnelles comme celle dans les Halles, des activités sportives sur la plage. Enfin voilà, c'est agrémenté de quelque chose de plus qui fait que cet événement est de très grande qualité. On était 800 cette année, c'était la plus grosse édition. Et je crois que tout le monde est reparti avec satisfaction de cette expérience-là. Pour conclure sur le défi vélo, c'est quoi les grands points que tu retiens de l'expérience ? Alors j'ai noté, on s'organise pas de la même manière pour maintenir un effort assez soutenu dans la durée, ça c'est le segment jusqu'à Poitiers avec le vent de face. C'est quoi les autres grands points que tu retiens ? Ce que je retiens, c'est 2 choses en fait, j'ai envie de partager 2 choses qui m'ont semblé importantes. Avoir un objectif ambitieux, mais atteignable, c'est en fait pas très compliqué si on peut fragmenter le chemin pour y arriver. Finalement, faire 900 km pour arriver à Biarritz, c'est-à-dire traverser quand même une très grande partie de la France, c'est quelque chose qui paraissait peut-être un peu fou, comme on me l'a fait remarquer, mais finalement, tout le monde est capable de faire du vélo. Si tu as une condition physique normale, tu peux y arriver en prenant en compte tes capacités à toi. C'est, à mon avis, quelque chose qui doit être retenu, et c'est comme ça que moi, je vais le voir pour moi, dans le milieu professionnel, d'avoir ces objectifs un peu ambitieux mais atteignables et prendre les étapes pour y arriver. Si on prend par exemple une stratégie d'acquisition pour faire le lien avec le marketing, c'est pas parce qu'on va lancer sa première campagne d'acquisition qu'on va tout de suite avoir une base client volumineuse et qu'on va pouvoir après activer les contacts qu'on a en base client. Il est nécessaire d'avoir une stratégie en plusieurs étapes pour obtenir une masse importante de clients en base. Ce qui fait le lien avec le deuxième point que je voulais mentionner et qui est pour moi quelque chose que je retiens de cette expérience-là, c'est le temps long. Il n'y a rien qui est immédiat. Ou rarement immédiat, alors qu'on est dans une société qui veut nous faire croire l'inverse, où on doit tout obtenir de façon immédiate. Remettre dans ce contexte-là les enjeux professionnels, c'est-à-dire qu'on a un objectif et on va l'atteindre, et s'il est ambitieux, il ne sera pas immédiat. Le temps long, c'est aussi quelque chose d'intéressant, ce que j'expérimente au travers du podcast, les Digital Doers, avec des conversations qui durent 1 heure. C'est déjà une forme de temps long. C'est-à-dire que pendant 1 heure, on va avoir la même personne dans les oreilles. C'est différent que des interventions qui se passent en radio ou en télé. Voilà, ça c'est l'autre enseignement que j'ai, c'est que j'ai retenu, et je ne l'avais pas en tête forcément avant de partir. Mais remettre les choses dans un contexte de temps long, c'est assez intéressant. De se dire que prenons le temps d'arriver aux objectifs et que les objectifs
doivent être ambitieux et atteignables, mais qu'ils imposent un travail. Voilà, là, en l'occurrence, ça avait été de pédaler. T'as pris le vélo sur 900 km pour lever la tête du guidon. Je trouve ça fantastique. Ah ouais, c'est super. Écoute, bravo, parce que vraiment, d'abord, chapeau pour la prouesse physique, pour la réussite de l'opération de com. Et aussi, merci, parce que mine de rien, c'était super sympa à suivre. Et moi, ça m'a permis de faire 900 km à vélo par procuration. C'était beaucoup plus confortable que toi. Et en plus, j'ai le bénéfice des enseignements que tu en as tirés. Donc bravo et merci. C'est vrai, ça, je fais juste une petite parenthèse pour rejoindre, parce que c'est ce qui m'a été communiqué tous les jours. Merci de me faire voyager. Et en fait, je n'avais pas du tout réalisé à quel point le partage de ces petites photos tous les jours, de ces petites vidéos, allait emmener les gens dans On a un vécu petit un peu voyage. avec toi. Voilà. Écoute, pour conclure, sur ce défi vélo, t'as d'autres idées en tête de ce genre pour l'année prochaine, Non, alors le pour vélo les c'est prochains coups? fini. Je crois que c'est pas mon. Voilà, je suis hyper content de l'avoir fait, mais c'est pas ma passion comme sport. Je suis plutôt intéressé par la voile depuis toujours en fait, depuis que je suis enfant. L'idée qui me traverse la tête, et c'est vraiment au stade d'idée, mais ce serait de faire quelque chose autour de la voile et d'emmener les professionnels de l'écosystème, de notre écosystème retail et e-commerce dans quelque chose qui pourrait s'appeler, je sais pas, la Retail Cup ou quelque chose comme ça. Aller faire 2 jours en mer sur des voiliers. Pour des voileux comme toi ou aussi pour, Non, pour des tout le gens monde. comme moi qui n'y connaissent rien? Pour tout le monde. Ah, génial. Pour moi, ça doit rester universel, avec les accompagnements qu'il faut, avec les skippers qu'il faut. Mais effectivement, pour tout le monde, c'est aussi ce que j'ai découvert, c'est que ça se marie très bien, les valeurs du sport et le monde professionnel. Bon, très bien. Merci beaucoup de ce bilan défi vélo. C'est quoi tes activités professionnelles quand t'es pas sur le vélo Léon de Holtrix? Léon, le nom du vélo, et ben c'est ce que j'ai aussi essayé de faire durant ce défi, c'est-à-dire à intervalles réguliers, ajouter au compte-rendu de la journée la présentation de mes activités professionnelles. Il y a eu 3 vidéos qui ont été publiées, peut-être que vous pourrez les retrouver sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux. J'ai 3 activités principales. La première, c'est celle qui peut être la plus connue, l'activité média avec les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. L'activité producteur de chaînes de podcast B2B pour ces mêmes prestataires, c'est-à-dire pour compte de tiers. Et enfin, une 3e activité qui est l'activité de conseil où j'accompagne les entreprises de cet écosystème, principalement donc les prestataires de services, dans des conseils en stratégie marketing B2B. Ok. Alors d'abord sur la partie média avec les Digital Doers, je pense que les gens connaissent, et puis s'ils veulent plus d'informations, a priori ils sont à un clic d'écouter les autres épisodes. Sur la partie producteur de chaînes de podcast B2B, donc pour les prestats de ce même écosystème, comment est-ce que ça fonctionne? Tu te mets d'accord avec eux sur une thématique, un principe de podcast? Ça marche comment? Donc bonne question. J'ai structuré cette approche autour de quelque chose que j'appelle le podcast studio, dont l'URL est lepodcast.studio pour aller retrouver l'ensemble des informations. L'idée est la suivante. Créons une chaîne de podcast comme étant un outil de génération de leads. Avec donc une approche qui est très héroïste. L'idée, c'est que le prestataire a sa propre chaîne de podcast qui va être animée par moi, avec 2 autres personnes présentes derrière les micros, un expert maison qui va porter l'expertise, le savoir, alors c'est quelqu'un qui est capable de prendre un peu de hauteur, et un invité, et l'invité, ça va être un client potentiel. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui fait un prestataire de paiement à tout hasard, qui monte sa chaîne de podcast autour du paiement online, il va me dire, voilà, je voudrais travailler avec l'entreprise n'importe quelle entreprise. Il va me dire, voilà, je vais avoir la liste des entreprises avec qui il a envie de travailler. Moi, je vais appeler
cette entreprise pour dire, voilà, vous portez une expertise, vous avez une expertise, une expérience même plutôt qu'une expertise sur le paiement en ligne. Est-ce que vous voudriez bien venir la partager avec un prestataire sur sa chaîne de podcast, venir la partager avec un expert qui est moi-même pour l'animation. Ça prendra 20 minutes. Voilà, l'épisode dure à peu près 20 minutes. Pour le prestataire de service, c'est déjà la mise en relation qui est faite dans un contexte de qualité, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vendre la solution, le prestat ne vend pas la solution, mais on est là en train de préparer une prise de parole commune. Donc c'est initier cette prise de contact qui va devenir commerciale par la suite de façon beaucoup plus smart. C'est par ailleurs aussi la réalisation d'un contenu marketing que le prestataire de paiement va pouvoir utiliser auprès du marché pour aller raconter, par exemple sur LinkedIn, sur son site internet, dans les newsletters, l'existence de cette conversation avec ce lead potentiel. Et c'est donc aller finalement lier la marque du lead et du prestataire pour, autour d'un contenu commun qu'on va aller présenter au marché. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. L'idée, c'est que en fait, j'accompagne le prestataire de service dans l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production de cette chaîne de podcast, c'est-à-dire de la rédaction de la ligne éditoriale, à la jaquette du podcast, à l'hébergement, parce que c'est hébergé un podcast, à la diffusion sur les plateformes d'écoute, à l'enregistrement, au montage et, donc, je l'ai dit, la diffusion et la création d'un contenu marketing qui va être utilisé par le prestat pour communiquer. Ok, c'est ça. Donc tu les prends par la main, de A à Z. Ça leur permet de faire connaître leur expertise, s'ouvrir des portes auprès des prospects qui sont invités, et ils récupèrent le contenu marketing qu'ils peuvent réutiliser. Ils sont prêts. Voilà, exactement. Et tout ça, ça transforme. Et tout ça, ça transforme derrière. Alors effectivement, la transformation est à leur charge. C'est pas moi qui vais transformer pour eux. Oui, mais tu peux pas tout faire. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cette démarche s'inscrit parfaitement dans une méthode ABM pour Account-Based Marketing pour toutes les entreprises qui ont la volonté d'aborder les grands comptes avec cette méthode. Si vous ne la connaissez pas, tapez ABM ou Account-Based Marketing sur Google et vous allez avoir moult informations. Vous pouvez aussi vous connecter sur lepodcast.studio et vous y retrouverez de l'information. Mais voilà, c'est complètement cohérent avec cette stratégie qui consiste à finalement travailler les grands comptes de façon tout à fait singulière en one-to-one. Alors, ça nous amène aussi à ton activité de conseil en stratégie marketing B2B. C'est quoi une mission type que tu fais pour tes clients ou en tout cas une mission qui te plaît particulièrement? Ce que j'aime bien en fait, c'est arriver chez un client et cartographier l'ensemble du chantier qu'il y a à faire. Globalement, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que quand il y a un besoin d'accompagnement, il y a 3 grands types de chantiers qui sont à ouvrir. Le premier, c'est redéfinir les cibles marketing en fonction de la proposition de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire les fameux Tier 1, Tier 2, Tier 3, c'est-à-dire classifier les comptes par taille en fonction de sa proposition de valeur. C'est-à-dire que en fonction de qui on est, un Tier 1, ce sera peut-être le Tier 3 de quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc bien redéfinir les... Oui, donc tu priorises en fonction de leur potentiel pour toi, enfin pour ton client. Ouais, pour mon client. Une fois qu'il y a... Voilà, c'est un travail important qu'il y a à faire, puisque derrière, on va pouvoir passer l'autre point qui est celui de la définition des personas et ou de la gestion des grands comptes. Les personas, je pense que tout le monde connaît, c'est identifier les clients cibles avec la prise de parole qui va bien pour les toucher. Je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant du podcast Studio.
la stratégie ABM qui est liée aux grands comptes, les grands comptes, on va pas les faire rentrer avec un persona, on va aller les gérer à part. Donc c'est aussi définir cette stratégie ABM en plus, en complément d'une stratégie de persona, de définir les personas, aller raconter, déployer la méthodologie d'ABM avec les commerciaux, puisque c'est très lié, le commerce et le marketing, de façon générale, et là, de façon peut-être encore plus forte. Donc, c'est faire ça dans un deuxième temps. Et enfin, troisième temps, une fois qu'on a déroulé, en fait, il y a une petite logique, hein, on définit les cibles, après on travaille les personas et ou la méthode d'ABM, et puis enfin, on va pouvoir travailler la stratégie de prise de parole, c'est-à-dire en fait la charte éditoriale dans laquelle on va définir exactement comment on fait pour prendre la parole et à laquelle on va adosser un agenda de publication, c'est-à-dire rendre concret et avec des objectifs de prise de parole sur les différents médias. Ok, donc en résumé, 3 activités principales, médias, producteur de podcast et conseil en stratégie marketing B2B. Ouais, c'est ça, exactement. Et on rentre en contact avec toi sur LinkedIn. C'est hyper facile de rentrer en contact avec moi, soit principalement via LinkedIn. Vous trouverez toutes mes coordonnées sur LinkedIn, téléphone comme email, je réponds avec grand plaisir. Vous pouvez m'appeler directement. Il y a sinon le site lesdigitaldoers.com et puis le site lepodcast.studio qui sont aussi 2 portes d'entrée vers chez moi. Super, bah écoute, merci beaucoup Cyril de nous avoir partagé ton expérience de défi vélo avec plus de profondeur et de recul encore, et surtout expliquer ce que tu fais de tes journées et toutes tes activités, en particulier celles qui sont moins visibles que l'activité de médias. Merci beaucoup, encore chapeau. Un petit clin d'œil à Héloïse et à Sonia et à Ultrix, donc tes partenaires sur le défi vélo. Écoute, bravo et hâte de voir ce que tu deviens la prochaine fois et sur quel bateau tu nous emmènes. T'es adorable, merci Flore de t'être... d'avoir joué le jeu, et merci à vous tous qui écoutez, et puis je vous dis à très bientôt.